premier de ces intervenants qui a accepté de partager ses connaissances avec nous est Monsieur Olivier Girard. Depuis 2011, vous êtes managing director product chez Accenture pour la France, la Belgique et la Hollande. Votre présentation porte sur la digitalisation overview géographique et sectorielle et vous allez l'illustrer par des exemples de ce que le numérique change dans le commerce. Je vous propose de prendre place au pupitre pour présenter votre diaporama. Il y a un micro à votre disposition sur ce pupitre. Très bien, bonjour à tous. Donc je ne me représente pas, c'est déjà fait. Comment dire, comme consultant, je suis le témoin privilégié à l'occasion de ce qu'on appelle les transformations digitales qui touchent tous les secteurs d'activité et toutes les géographies à des vitesses différentes, mais avec la même intensité. Donc je suis cet observateur privilégié, donc je vous redonnerai quelques-unes de mes expériences et de mes regards sur d'autres industries que la mienne. Mais après, je ne peux pas trahir mon industrie d'origine, qui est celle du commerce de détail alimentaire. Donc à l'occasion, quelques-uns de mes exemples. Et je sais que j'ai des gens du négoce en face de moi. Ce n'est pas tout à fait la même chose, donc j'en ai bien conscience, donc vous me pardonnerez d'avance. Mais voilà, 20 ans de carrière dans la distribution alimentaire, on ne se refait pas. Donc j'essaye je balayerai l'agenda, si vous voulez, qui est sous vos yeux. Le fait qu'il n'y a plus de doute à avoir sur le fait que la révolution digitale est en marche et en particulier, vous allez voir, peut-être davantage par vos propres employés, par vos équipes et par vos clients que par nous-mêmes, faisons acte d'humilité. Quels sont les impacts dans quelques secteurs d'activité, mais dans celui du retail, et qu'est-ce que c'est qu'une transformation digitale? Alors, quelques chiffres ici, j'irai pas dans le détail. Retenez simplement que la moitié de nos clients, Accenture travaille pour à peu près ce qu'on appelle le G2000 dans le monde, c'est-à-dire les 2000, c'est un classement qui en vaut un autre, les 2000 plus grandes entreprises mondiales. Ce qu'on voit, la première chose qu'on voit, c'est que la moitié d'entre elles ont posé un plan sur la table pour travailler cette transformation digitale, qu'elle soit autour du client, ce qui est en général la première chose à laquelle on pense, parce qu'on a envie de traiter son client d'une façon un peu différente et qu'on profite des technologies et du digital pour le faire, le célèbre parcours client, etc. Mais il y a une autre partie des gens, dont le manufacturing, qui profitent du digital pour traiter l'employé, l'usine ou les process internes. D'accord ? Donc il y a bien deux choses. Donc le premier point ici, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, la moitié de nos clients ont sérieusement entamé ces réflexions-là, l'autre moitié, pas du tout. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point que j'aime beaucoup ici, c'est que en fait, nos équipes, les jeunes générations, ne nous attendent pas. Elles sont plus avancées que nous sur ce qu'on pense être la révolution digitale. Elles sont ce qu'on appelle des digital natives. Elles ont ça bien plus dans le sang que nous. Et on aurait tort de croire que c'est eux qui sont le frein. Je pense que c'est plutôt nous. Et donc il y a un petit acte d'humilité ici à faire. C'est une question de génération, c'est une question, je dirais, d'affinité avec ces choses-là. Mais quand je regarde les groupes de mes clients, ils se jettent complètement naturellement sur ce que c'est qu'un portail employé, sur ce que c'est que la façon de traiter de l'information digitale. Et puis ils l'ont comme consommateurs privés, ils ont déjà tout ça à leur disposition. Donc les gens font une comparaison très très facile entre ce que Uber, Facebook, etc. leur donnent comme moyen d'interaction avec un service et ce que nous leur donnons comme moyen d'interaction avec les process de l'entreprise. Ils font la comparaison, n'ayez pas de doute là-dessus. Donc c'est les chiffres que vous avez en bas de la page. Les gens savent très bien que le monde est en train de changer plus que nous. Ça c'est mon premier point. Alors, le deuxième point, je voudrais illustrer, à nouveau ce sont des exemples B2C, je voudrais illustrer ce que c'est que le pouvoir de la donnée. Vous entendez, vous avez lu 50 articles ou 50 consultants en costume gris comme moi qui vous racontent du big data, mais je vais vous donner deux exemples qu'Accenture a traités sur le pouvoir de la data qui est vraiment étonnant. Un qui est traité par Accenture, qu'on appelle le génome du consommateur, c'est ce que vous avez sous les yeux, et un autre dans 2 minutes qui est une expérience de Facebook qui est, je trouve, ahurissante. Bon, les résultats sont ahurissants. Le génome du consommateur, donc ça, on a fait ça avec une université américaine et Coles, qui est un distributeur alimentaire australien. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de travailler autour de la définition de ce qu'on appelle le génome d'un consommateur, en particulier autour de ses attributs de consommation autour de l'alimentaire. Donc les attributs, ça peut être tout, ça peut être salé, sucré, une marque de produit, une façon de cuire un aliment. Là, ce n'est pas la bonne page, vous avez une page non alimentaire sous les yeux, mais peu importe. Et on arrive avec quelques années de tickets de caisse et quelques données externes type Facebook, quand on a accès à ces données-là, quand on croise l'ensemble de ces choses-là, on arrive à décrire quelqu'un sous 10 000 attributs.
10 000 attributs. Vous prenez la centaine d'attributs qui sont les plus cités, hein, c'est la barre bleue que vous avez ici, et vous êtes capable de décrire absolument, de façon absolument presque parfaite, la façon dont quelqu'un se nourrit, comment il mange, qu'est-ce qu'il aime manger, quand, comment, quel produit, quelle cuisson, végétarien, pas végétarien, avec des tendances historiques. Et à partir de ces données-là, ce que vous faites, c'est que vous lui poussez sur des mobiles des recettes. Et on a fait des tests, donc avec ce distributeur australien, on arrive à un taux de satisfaction qui est très impressionnant. Voilà un exemple très court, je fais court, hein, j'ai qu'une demi-heure, mais un exemple très court du pouvoir de la data. Quelques années de ticket de caisse, des données externes, et on est capable de proposer ce distributeur australien est capable de proposer à ses clients des recettes et les produits qui suivent derrière, avec un taux de satisfaction qui est très intéressant. Je fais une parenthèse parce qu'on pousse ces recettes-là sur le mobile. Dans le digital, demain matin, j'ouvre cette parenthèse-là, demain, ou même déjà aujourd'hui, tout se jouera sur le mobile. J'aime beaucoup l'expression, je ne sais pas si vous savez comment Orange appelle le smartphone, ce petit animal qu'on a tous dans nos poches. Ils appellent ça la télécommande de la vie. Je trouve que c'est une merveilleuse expression qui décrit bien le pouvoir et le fait que tout va se jouer sur ce petit attribut qui est au bout de nos mains, comme un appendice de notre cerveau. On le regarde en moyenne 400 fois par jour. 400 fois par jour. Croyez-le ou non, mais c'est pourtant la vérité. Donc tout se passera sur le mobile. Une grande partie des échanges qu'on va créer autour d'un process avec un employé ou encore une fois dans un rapport client-fournisseur se déroulera sur le mobile. Deuxième exemple du pouvoir de la donnée, et ça c'est une étude Facebook qui est publique, mais je la trouve aussi dont les conclusions sont assez vertigineuses. Facebook c'est 1 milliard, un peu plus d'1 milliard d'utilisateurs sur la planète, vous le savez sûrement. L'utilisateur moyen de Facebook passe 46 minutes par jour sur Facebook, 46 minutes par jour. Alors, ils ont demandé à certains de leurs utilisateurs s'ils acceptaient de rendre leurs données complètement publiques pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir tirer des conclusions. L'idée de Facebook, c'était de voir à quel point, en travaillant sur les échanges et les données qu'il y a autour d'un utilisateur Facebook et de la façon dont il interagit avec ses amis, etc., comment on peut connaître cette personne-là? Quel niveau de connaissance on a de cette personne-là? Donc c'est l'opposé de l'exemple d'avant. L'exemple d'avant, c'est de la donnée un peu quantitative, parce qu'on calcule les attributs et on regarde les attributs les plus alimentaires, les plus utilisés par quelqu'un. Là, on n'est que dans du qualitatif. Donc c'est j'aime partir en vacances à tel endroit, j'ai des amis comme ça, je fais des cadeaux comme ça, j'ai des préférences comme ça, etc. etc. Le résultat de ça, alors je ne sais pas si vous êtes très familier de Facebook, mais pour ceux qui le sont, c'est écrit en jaune en haut. Le résultat de ça, c'est que quand vous avez plus de 200... Enfin, la personne, je vais l'expliquer dans l'autre sens, la personne qui vous connaît le mieux dans le monde, c'est votre conjoint. Ensuite, le niveau d'en dessous, c'est des membres de votre famille. Et ensuite, c'est un colocataire, etc. Vous avez l'échelle en haut. À partir de 200 likes sur Facebook, Facebook vous connaît aussi bien qu'un membre de votre famille. Et donc l'étude est sérieuse, c'est-à-dire qu'ils ont comparé après le niveau de connaissance qu'ils avaient de cette personne-là en utilisant uniquement des données échangées sur Facebook. Voilà, ça c'est un autre exemple du pouvoir de la donnée. C'est un peu vertigineux, mais il faut en tirer quelque chose. Il faut se poser des questions et en tirer quelque chose. Je passe très rapidement là-dessus. C'est une espèce d'évidence. Dans le digital, tout est informatique. Tout est informatique. C'est un univers de plateforme informatique. Mais je reviendrai là-dessus. Les exemples sont très connus, Uber, Facebook, etc., qui sont des entreprises qui n'ont pas de stock, pas de magasin, peu d'assets. Par contre, ils maîtrisent ce qu'on appelle des plateformes. C'est le business des plateformes. Ils maîtrisent des plateformes merveilleusement bien et ils savent mettre après à disposition de leurs utilisateurs ou de leurs clients via des plateformes qui sont extrêmement puissantes, à la fois extrêmement puissantes et à la fois extrêmement simples. C'est cette espèce de dualité, mais j'y reviendrai à la fin de ma présentation. Cette dualité, complexité, algorithmie, milliards de données, analyse, prévision, etc., qui termine sur un mobile avec 2 pages très très simples avec les petites voitures de Uber qui se baladent dans les rues comme si on était un enfant en train de jouer. C'est ça le digital, cette espèce de dualité entre ces deux choses-là. J'en reviendrai là-dessus. Alors je rentre dans la partie sur dans mon univers à moi, celui du commerce, et je vous donne quelques chiffres américains sur la façon dont le digital va progresser dans le B2C, dans le commerce par catégorie.
Il y a des catégories où tout est déjà digitalisé. Les produits électroniques, aux États-Unis, c'est plus de 50% sur le digital. Tous les produits bazar, l'hygiène, etc., tout ça, c'est pareil. Dans quelques années, ce sera 30, 40% commandé sur le digital. L'alimentaire, qui est la catégorie apparemment la plus réfractaire à ça, elle tombera aussi dans le digital. On parle de ça, entre 5 et 10% de part de marché sur le digital aux États-Unis à un horizon de 2-3 ans. Et moi, je pense que ce sera probablement plus que ça. D'un point de vue business, c'est la seule chose qui est en croissance. Puisque dans les pays matures, c'est plus possible d'ouvrir des magasins. En fait, le seul lieu de croissance pour mes clients retailers B2C, c'est celui-là. Et les pays émergents, mais c'est autre chose. Alors, il y a une question extraordinaire dans cette histoire du e-commerce et du digital, c'est que plus votre part de marché digital grandit, plus votre EBIT s'effondre. Parce que ces gens-là, ils ont quelque chose que je ne vous souhaite pas, mais c'est un point d'interrogation pour moi, ils ont un truc qui s'appelle Amazon dans leur paysage concurrentiel, qui détruit tout sur son passage. Amazon, ça n'a pas 15 ans, c'est déjà le deuxième distributeur mondial, c'est 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est plus gros que Carrefour, c'est Walmart le premier avec 300 milliards. C'est 100 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas de profit ou moins d'1% d'EBIT, c'est 350 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le budget informatique d'Amazon, c'est 4 milliards de dollars par an. Voilà les moyens qu'ont ces gens-là. Quand Jeff Bezos se décrit pas du tout comme un commerçant, ni même comme un grossiste, ni même comme une place de marché. Pourtant, c'est une place de marché. Il se décrit comme un logisticien et comme un informaticien. Il livre depuis 6 mois à Manhattan en 1 heure. Il rachète des aéroports. Il rachète des entrepôts et des camions à tour de bras. Il fait des expériences dont vous avez sûrement déjà entendu parler sur la logistique avec les drones. D'ailleurs, ce n'est pas le seul. Les gens pensent que dans 10 ans, dans 15 ans, j'avais cet entretien avec des gens de Michelin qui expliquaient à une université célèbre en Californie qui s'appelle la Singularity University. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous dit, c'est intéressant. Jetez un œil sur le site. C'est des gens qui imaginent le monde de demain. Et les gens de Michelin, et ce n'est pas les seuls, les grands manufacturiers de pneus, essaient d'imaginer leur prochaine zone de croissance. Et tout le monde répond naturellement, c'est l'Afrique. Et en fait, quand vous regardez les courbes qui se croisent entre le temps qu'il faudra pour construire des routes, parce que pour vendre des pneus, il faut des routes, le temps que ça va prendre, et les délais inhérents à, je dirais, l'environnement macroéconomique africain, et la vitesse à laquelle la logistique par les drones va... Aujourd'hui, un drone, c'est porter 4 kilos. Donc tout le monde rigole. Ça peut servir Amazon pour servir un produit à un client. Mais personne n'imagine que ça peut être la supply chain du futur. Mais quand vous regardez les lois de Moore et jusqu'où ira la technologie sur ça, il est très possible de se dire que la supply chain de l'Afrique demain, elle sera faite par des drones et il n'y aura jamais de route. Et donc ce ne sera pas le prochain continent de croissance pour Michelin. C'est une question. Voilà d'autres exemples de ces éléments de disruption ou des questions qu'on peut se poser. Si je reviens ici, je referme ma parenthèse africaine. La question qu'ont mes clients, c'est à cause d'Amazon spécifiquement, mais on a tous peut-être un Amazon caché dans son secteur d'activité, ou peut-être que c'est le même d'ailleurs. Il y a une question économique extraordinaire qui est: je dois faire ça, je dois aller dans le digital parce que je veux servir mon client, parce que le client le demande. Maintenant, il est utilisateur d'Uber et de Facebook, donc il veut cette simplicité d'usage dans le rapport qu'il a avec son fournisseur. Il veut ça, donc mes clients, les patrons se disent « oui, je dois faire ça pour mon client ». De l'autre côté, ils regardent la profitabilité de ce canal-là, qui est très faible, parce que les coûts de livraison sont ahurissants, parce que livrer en centre-ville, le dernier kilomètre coûte très cher, etc., etc. Et donc la profitabilité qui est dégagée par ce canal-là, qui est le seul canal en croissance, est très faible. C'est ce graphe-là. Donc on a une question intéressante, qui est, on se sent obligé de le faire, parce que le client le demande. On a un compétiteur extraordinaire qui s'appelle Amazon, au milieu de nous, qui nous pousse à le faire, mais pourtant, ça ne fait que dégrader ma performance économique. Comment je traite ça ? Ça, c'est une question intéressante. Et là, ce que je regarde, j'ai fait... Il y a 2 semaines, j'avais regroupé une vingtaine des clients d'Accenture en Europe, à nouveau dans mon univers, à moi, dans le B2C. Et j'ai vu 2 segments en face de moi. J'ai vu des gens qui se sentaient obligés de le faire, et donc qui allaient dégager les dizaines, les centaines de millions de capex pour investir dans ce digital-là, mais ils le faisaient de façon forcée, de façon un peu défensive, parce qu'ils comprenaient bien qu'il y avait une espèce de standardisation du marché qui se mettait en place sur la façon dont il faut servir et parler aux clients.
Donc ils le faisaient un peu défensivement, un peu contraint. Et puis vous avez une autre catégorie de clients qui se disent « je vais profiter de la disruption digitale ou de la révolution digitale pour amener d'autres services à mon client ». Et à mon avis, c'est ça le bon chemin. Ceux-là, je les appelle les convertis, ou ceux qui sont convaincus qu'il faut le faire pour une autre raison que simplement, je veux dire, celle de faire aussi bien que le compétiteur. Et là, vous avez, on a quelques clients en Europe qui se disent, avec la légitimité de ma marque, de mes produits, des catégories, de mon business, qu'est-ce qu'avec le digital je peux apporter en plus? Quel business je peux faire en plus que je ne fais pas aujourd'hui? Mes deux exemples préférés, je les cite tout de suite, même s'ils sont sur ma dernière page. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez vu l'annonce du partenariat entre Google et Sanofi en septembre-novembre dernier. C'était une première page des Échos. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était le diabète est un problème de santé publique énorme aux États-Unis. Et il y a un nombre de diabétiques, j'ai plus les chiffres en tête, très important aux États-Unis. Et je crois qu'un tiers des malades du diabète changent de médicament tous les 6 mois, ce qui est un problème de santé publique et un problème pour Sanofi et pour les compétiteurs de Sanofi parce qu'ils n'arrivent pas à garder leurs clients. Et ils ont développé un partenariat avec Google où ils vendent des lentilles, des lentilles donc, de vue. Donc ça ne servira pas tous les diabétiques, ça servira les diabétiques qui ont besoin de lunettes. Et avec ces lentilles-là, ils sont capables d'acquérir des nouvelles données complètement personnalisées sur le patient et, via un smartphone après, de redonner l'exacte médication qu'il faut prendre à quel moment, à quel instant dans la vie du patient. Ça, c'est un excellent exemple de j'invente un nouveau business avec le digital. Voilà, parce que je passe de produit à service, je ne vends plus un médicament, je vends un abonnement, tout se passe par le mobile, je suis sur des sujets personnalisés, je ne traite pas une masse, je ne vends pas une drogue, je parle en anglais, je ne vends pas un médicament valable pour tout le monde, je vends l'exacte dose dont Monsieur Girard a besoin, par exemple. Voilà, ça c'est un bon exemple. Et c'est ces exemples-là qu'il faut trouver. Comment on passe du produit au service. Alors, j'accélère un peu. Amazon, j'en ai parlé, c'est dévastateur. Amazon a annoncé il y a un mois, il y a 3 semaines aux États-Unis qu'ils allaient dans le fashion. Et ça, c'est la page de la publicité d'Amazon dans Vogue, qui est un magazine qui dira plus quelque chose aux femmes dans la salle qu'aux hommes, mais qui est un magazine iconique de la mode. Il y a 5 ans, c'était totalement impensable de voir une pub Amazon dans cet univers de Gucci et de Saint-Laurent et de je ne sais pas quoi. Bon, ils sont là. Le jour où ils ont annoncé ça, Macy's, qui est un department store américain assez connu, le cours de bourse s'est effondré instantanément. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans cette logique de capture de parts de marché et de moins d'1% d'EBIT, etc., et de 30% de croissance. Donc ils sont inarrêtables. La directrice générale de Lacoste aux États-Unis a dit, le jour où ils ont annoncé ça, que Amazon serait son plus grand magasin aux États-Unis. Voilà, donc encore une fois, je ne vous en souhaite pas un sur votre route, mais mon message, c'est faites comme s'il existait et réinventez-vous par rapport à ça. Alors, je termine sur un seul transparent qui est un transparent Accenture. Et si je dirais, il n'y avait qu'une seule chose à retenir de ce dont vous avez besoin pour réussir une transformation digitale, ce serait l'IMAX. C'est comme ça qu'on l'a résumé. Alors c'est quoi l'IMAX? Le I, il est là pour l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire que dans le digital, on parle à un client identifié. On ne parle pas à un segment de clients, on n'est plus dans le mass market. Et même dans votre univers B2B, je pense qu'on lui parle de façon encore plus intime. La traduction dans votre univers, ce serait je lui parle vraiment à lui, de ses besoins, j'anticipe ses besoins, je sais dont il a besoin, je sais ce qui déclenche ses besoins, et je le comprends de mieux en mieux. Dans le I de interactif, donc il y a cette idée de l'hyper-personnalisation, et il y a aussi l'idée que l'interface de discussion avec ce client-là, elle sera simple, voire elle sera belle. Voire il y aura un peu d'émotion. Dans la transformation digitale, on voit le retour de ça. C'est-à-dire qu'on sort d'années un peu productivistes, un peu dures dans nos relations avec les clients, un peu mécanistes dans nos relations avec les clients. Les cartes de feed dans mon univers, c'était des points, il n'y a plus d'émotion. Dans le digital, vous avez les moyens de faire revenir un peu d'expérience, un peu de qualité d'expérience dans vos échanges avec vos clients. Et je pense que c'est intéressant. Nous, par exemple, on a racheté dans notre transformation digitale à nous, on a racheté une société qui s'appelle Fjord, qui fait du design de services et qui est au cœur de ça, c'est-à-dire qui invente la façon de délivrer des nouveaux services à des clients d'une façon où au cœur de ça, on remet un peu d'émotion dans l'expérience.
La deuxième lettre, c'est le M, c'est mobilité. Ça veut dire que le client, vous êtes connecté à lui en permanence. Et avec le M, vous allez acquérir des nouvelles données sur votre client. Ça aussi, c'est fondamental. C'est mon exemple Google Sanofi. Avant, on ne savait pas quelle était la pression sanguine. Maintenant, on sait, grâce aux lunettes, aux lentilles de Google, on sait quelle est la pression sanguine. Ce n'est pas beaucoup à chaque fois, c'est 1 ou 2 données supplémentaires qui, avec l'hyper-personnalisation, permettent un nouveau service très personnalisé. C'est ça la recette magique. L'autre exemple connu, qui est un exemple Accenture avec Michelin, c'est le pneu connecté. On met des senseurs dans le pneu et on acquiert des nouvelles données, de l'usure, la façon dont un chauffeur conduit, etc. Et Michelin ne vend plus un pneu, mais vend un service qui est un abonnement avec des conseils sur la façon dont les chauffeurs conduisent, les niveaux de consommation, des économies d'énergie, etc., etc. Vous voyez, c'est comme Google Sanofi, c'est le même exemple. Je passe d'un produit un peu mass market à un service très personnalisé. Donc, mobilité, c'est profiter donc de cette technologie-là pour vous connecter à vos clients, pour savoir le plus possible de choses et pour apprendre des nouvelles choses dont vous pourrez tirer de la valeur. Le A, c'est là qu'est toute la valeur, parce que c'est là que vous fabriquez le service pour le client, la recommandation sur la conduite du pneu, la recommandation médicament dans mon exemple Google Sanofi. Et ensuite le C et le S, c'est plus back-office entre guillemets, c'est le fait de mettre ça dans le cloud parce que ça permet une variabilité, parce que dans le digital, vous ne savez pas tout anticiper de la demande client. Elle peut être beaucoup plus variée et forte en saisonnalité que vous ne pouvez le penser. Donc il faut des infrastructures qui sauront gérer cette variabilité-là. Aujourd'hui, les infrastructures informatiques de la plupart de nos clients ont plutôt une capacité à peu près fixe, assez standard. Et le dernier, c'est le S. Tout ce qui navigue dans l'univers digital doit être extrêmement sécurisé parce qu'il faut établir une confiance avec ses clients, parce que vous laissez des données sur votre portable, des données de paiement, des données personnelles, des données de santé, etc. etc. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une grande confiance autour de ça, sinon ça ne peut pas marcher. Donc voilà comment on essaye de résumer avec ces 5 lettres, notre IMAX, comment on essaye de résumer ce qu'on appelle dans notre jargon horrible de consultant les capabilities, les capacités que vous devez avoir comme patron d'entreprise, je dirais, pour avancer dans le digital. Et encore une fois, la recette, je pense, l'élément clé, c'est qu'est-ce qu'on peut inventer comme service par-dessus nos produits, à l'intérieur de notre légitimité de marque, pour proposer autre chose aux clients. Il faut faire le reste, c'est-à-dire que le digital permet de lisser des process, permet de gagner un peu d'argent, permet de donner un peu de confort, de réduire un peu les coûts, permet de simplifier la vie de plein de choses. Et ça, il faut le faire aussi. Mais ce n'est pas là qu'est la bataille. La bataille, elle est sur mes 2 exemples, Google Sanofi ou Michelin, pour inventer quelque chose d'autre aux clients. Voilà, je vous remercie de votre attention.